Bienvenue chez Bella et Fils. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entrevue très unique et spéciale. J'ai l'honneur d'avoir avec nous ici en entrevue Monsieur Luca. Luca, comment allez-vous? Merci Sébastien, super bien. C'est un plaisir d'être ici avec toi et d'avoir l'opportunité de pouvoir partager un peu plus de tout ce qu'on va faire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est parler avec vous directement puis d'avoir un contact direct avec des contracteurs, des gens qui sont sur place ici depuis longtemps et qui savent comment faire la construction, la division, les titres, les notaires et aussi la revente. Exactement. Donc, c'est vraiment beaucoup de questions très techniques pour les contracteurs, les gens en immobilier, ceux qui voudraient bâtir, ceux qui se demandent comment le faire. Il n'y a personne de mieux placé que Luca pour le faire. Et pour commencer, on va parler de toi un petit peu, Luca, pour que tu puisses te présenter. Première des choses, comment ça se fait que tu parles autant de langages avant de rentrer dans ton CV? Parce que c'est assez impressionnant, là. Tu parles français, anglais, espagnol et aussi italien. Oui, exactement. Ben, merci Sébastien pour t'intéresser aussi tant. Mais bon, je parle les 4 langues grâce à ma maman et mon papa qui sont français et italiens. Et à l'endroit où je suis grandi, c'est ici toute ma vie, Playa del Carmen, 36 ans. J'ai 36 ans. J'ai quasiment toute ma vie. T'es né ici? Quasiment. Non, Okay. Je suis né à Rome, mais je suis arrivé quand j'étais petit. J'avais que 2 mois. Alors, j'ai fait toute ma vie ici. Et j'ai vu le changement d'une petite playa en une grande playa. Et j'ai appris les 4 langues grâce à le travail, le tourisme, l'espagnol local et l'italien et le français grâce à maman et mon papa. Il est né à Rome et puis le Vatican et puis le pape ont envoyé Luca pour une grande mission au Mexique, mesdames et messieurs. Le Messie est en ville. Je t'agace, mais c'est vraiment cool. Donc, ton père est italien, ta mère est française. Exactement. Elle vient de où exactement? La Rochelle, de La Rochelle. près de Okay. Nantes. Et ton père vient de Rome. Rome, Italie, tu vois. Il y a Okay. beaucoup de traditions de un peu de tout le centre d'Europe. Oui. Et finalement, dans un endroit que nous donne tous les jours quelque chose de merveilleux comme le soleil, la mer. Oui. Et il y avait 36 ans et ça, c'était encore beaucoup plus apprécié. Ils sont revenus par ici en vacances et ils ont décidé de faire une famille ici. Et voilà, moi. Ouais, oui. OK. Moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré l'œil. Parce que ton projet idyllique qu'on voit ici, c'est vraiment un projet où j'ai fait quelques transactions avec toi. J'ai adoré l'approche que tu avais en français aussi. Plus j'ai appris à connaître, plus j'ai trouvé que ça donnait un sens à la construction, le souci du détail, la manière dont. On va en parler tout le long là de l'entrevue, mais avant de rentrer trop dans ces détails-là, dis-moi d'où ton CV, comment est-ce que tu as commencé aussi, puisque tu as toujours été en construction, à quel âge tu as commencé ta première porte, parce que tu as un parc immobilier, on va en parler. Elle vient où, cette passion-là? Est-ce que tes parents étaient aussi en immobilier? Ça s'est transmis ici quand ils sont venus avec toi? Comment tu t'es ramassé à bâtir les plus beaux buildings en ville? Qu'est-ce qui s'est passé là, pour arriver à ça? C'est comme toujours, tu as les meilleures questions et elles touchent vraiment la base de tout ce qu'il y a derrière une belle histoire. Mais moi, j'ai pas commencé avec les bâtiments. J'ai commencé avant avec les restaurants pendant quasiment 10 ans, entre 17 et 27. Et j'ai fait tout ce que c'était autour des restaurants. J'ai fait le serveur, j'ai fait le directeur, j'ai fait un peu de tout, jusqu'à que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de temps pour passer les moments spéciaux avec les personnes que je voulais. Et j'ai changé quand j'avais 27 ans, quasiment dans le 2015 et 16. Et j'ai changé à l'immobilier, à la construction. J'ai un oncle et mon papa, ils sont mes associés, qui m'ont fait voir dans ce moment quand ils avaient des hôtels, comment on pouvait construire quelque chose en le gardant, en l'administrant et en le louant, en le louer. Ouais. Alors après de ça, j'ai décidé de commencer avec Idyllic, de faire quelque chose que allait plus sur la construction pour vendre.
un peu marre de faire tout ce que j'ai commencé, de le louer et de le garder. Maintenant, je le construis et je le vends. Et bon, j'ai commencé avec 2 appartements, 4, 8, 16, 32, 60, 120. Aujourd'hui, on a une bonne manière, c'est une administration très stable et on change à ce que c'est de faire pour être la première maison ou deuxième ou troisième de quelqu'un que veut venir vivre ici avec un concept qui va autour de la ville et avec et quelque chose de le meilleur. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est être la meilleure qualité, la meilleure vue, un bon endroit. On essaie de chaque point le soulever le maximum. Non? OK. Et notre objectif comme petite entreprise familiale, que je la vois toujours comme ça par les bases que j'ai créées avec et ma famille et de où je viens, ça a émigré à quelque chose de grand où je commence à avoir des associés pour construire et le faire devenir de quelque chose de plus élégant, plus Ouais. beau et bien apprécié par tout le monde. Oui. Donc, à 150 portes, tu t'es dit, les prochaines, il va falloir que je les vende parce que c'est beaucoup trop de gestion immobilière à gérer, ou est-ce que c'est rendu à 150, c'est pas plus dur d'en gérer 200, 250, 300? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, OK, mon parc immobilier est assez grand. Est-ce que c'est ton oncle ou ton père qui ont dit, nous, c'est assez, les prochaines bâtisses qu'on fait, on va les revendre? Qu'est-ce qui s'est passé pour arrêter ton plan de match qui était sur une lancée assez, beaucoup de succès? Ah ben, premièrement, j'aime les bons risques et les preuves de la vie pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Okay. Et bien sûr, il y a 2 ou 3 générations de différence. Alors, les ambitions de quelqu'un de 60 ans ou 30 ans ou 20 ans sont pas pareilles. Oui, et la réponse est, eux, ils étaient un peu fatigués de continuer à construire et les garder. Alors, ils m'ont donné un peu de chemin pour me faire continuer dans mon moyen pour construire et le vendre, pour faire quelque chose différent que j'aimais bien. C'était une motivation à moi de faire quelque chose de nouveau toujours. Après, en voyant un peu ma ville, je l'appelle comme ma ville parce que je la sens qu'elle est partie de moi comme j'ai grandi ici toute ma vie. Je voulais essayer de donner quelque chose de qualité et complètement apprécié par les clients. Et comment le faire? Ben, en avant un peu une rétroalimentation que me fait voir des critiques positives. Parce que quand tu loues, oui, c'est à toi, mais à la fin, c'est pas la même chose que quelqu'un qui t'achète, qui voit ce que tu pourrais essayer de ajouter de plus, non, meilleur. Alors, bon, moi, j'ai changé un peu le concept parce que ça me donne aussi un peu de qualité de vie. Je réussis à être le soir, à sortir avec les gens, à partager un bon moment, à aller à la plage, parce qu'on est ici pour la plage, pour le soleil. Alors, et je pense que ça, c'est quelque chose que dans cette ville, on peut pas perdre. Ouais. Et pour avoir un restaurant aussi, là, c'est pas les mêmes horaires que tout le monde. Tu travailles quand les gens sont en congé, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, et puis là, ben, tes congés, tu te ramasses avec des congés du lundi et mardi comme les coiffeuses, là. Fait que maintenant, c'est pas l'idéal, mais bon, je peux comprendre que tu aies changé ce style de vie-là. Mais c'est excellent. Lucas, en construction ici, moi, après 5 ans, je réalise que c'est encore quelque chose où les constructions sont très lentes. Il y a encore des gens qui montent chacun des bouts de briques à la poulie, à la corde aussi. Moi, ça m'a fasciné de te voir faire les choses directement en poutre d'acier, 6-7 étages, avec des lifts, avec de la technologie. Il y a des gens qui bâtissent quasiment aussi gros à la main, qui ont probablement 40-50 employés de plus, probablement que c'est plus dangereux aussi. Mais pourquoi est-ce que les gens n'emboîtent pas le pas d'aller vers la technologie pour construire, de garder des vieilles méthodes, puis que ça ralentisse? Les constructions se font en 3, 4, des fois 5 ans. Toi, tu les fais beaucoup plus vite, mais la réputation des gens, les contracteurs, puis de la construction au Mexique, elle est très lente. C'est pas parce que les Mexicains sont pas travaillants, c'est pas parce qu'ils veulent être de mauvaise foi. Qu'est-ce qui fait que la réputation ou les choses sont si lentes au Mexique en construction, puis que c'est pour ça que tu te démarques aussi? Premièrement, j'aime beaucoup être concentré dans les choses que je fais. Alors, je laisse un peu à part tout le reste des distractions et je vis beaucoup le procès de mes projets. J'en ai fait un à la fois. Alors,
faire un à la fois, ça nous permet de pouvoir perfectionner le moyen de travailler et de donner des bonnes instructions pour arriver à la fin le plus rapide possible, mais bien fait. Alors, l'expérience est venue après de faire quelques bâtiments, comme on parlait avant, et les appartements. Alors, ça nous permet de décider et nous organiser bien pour faire un projet qui peut être conclu tout de suite. Parce qu'après le temps, oui, les temps sont sous, et les gens aussi, mais je crois que il y a quelque chose, c'est le projet, quand il finit tout de suite, tu donnes une manière de faire comprendre à tes clients que tu as un compromis sérieux pour le conclure, pour le finir tout de suite. C'est une priorité. Oui. Chaque projet a une priorité, et après, bon, me mettre autour de moi les gens corrects, un bon architecte, une bonne équipe, que petit à petit on a nettoyé et on a créé une bonne confiance et un compromis. Oui, avoir beaucoup de gens, ça veut dire qu'on a toujours une ligne où on continue à donner beaucoup de travail. Il ne doit pas s'arrêter. Alors, quand j'ai déjà un projet, il y a en ligne 2 ou 3 derrière. Et normalement, c'est comme ça qu'il marche. Quelqu'un qui peut garantir qu'une équipe, il aille aussi rapide. Alors, je pense que ça m'a aidé beaucoup, l'expérience. Je pourrais pas construire pour les autres et vendre si j'aurais pas fait les miens pour les louer et avoir une bonne économie. La liquidité des sous est indispensable. Alors, nous, on travaille avec le capital à nous-mêmes, après avec le capital des clients, et à la fin avec un possible crédit et bridge ou un prêt bancaire. Mm-hmm. On n'aime pas beaucoup la troisième ligne, c'est le plan C, j'appelle. Mm-hmm. Nous, on aime bien le plan 1, notre capital, et le capital, une partie des clients. Une bonne relation avec toute la ville, et bien sûr que oui, toutes les autorisations en licence correspondant. Mm. Je t'ai déjà entendu dire à plusieurs reprises, oui, tu es ouvert pour des projets, mais on en finit un. On peut imaginer le prochain, on peut préparer le prochain, mais on mettra pas $1 tant aussi longtemps que l'autre n'est pas fini. Exactement. Un à la fois. C'est plutôt rare qu'on voit pas les gens s'éparpiller quand on arrive avec de l'argent ou avec un projet, des sponsors, de la liquidité, des investisseurs. Non, je vais finir ça. Attendez, telle date, je vais être prêt. On peut l'imaginer, on peut faire des maquettes, on peut faire des 3D, on peut proposer d'aller vers l'avant, mais on ne le fait pas une chose à la fois. Ça m'avait marqué quand je t'ai amené des investisseurs il y a quelques années, tu avais dit, si je prends votre argent puis que je bâtis quelque chose d'autre, les clients ici qui attendent, ils vont croire que j'ai pris leur argent pour bâtir celui-là. Et c'était une question de perception, puis j'avais réalisé que c'est vrai aussi. Donc, en tant que contracteur, tu as la lourde tâche d'être obligé de patienter puis de structurer tes choses d'une manière où tu peux pas te permettre d'en faire deux en même temps. Juste pour le souci de ton image. Exactement. Puis j'avais jamais pensé à ça. Fait que j'avais trouvé ça très intelligent, mais surtout très discret, mais délicat, mais beaucoup d'intelligence émotionnelle professionnelle. Et là, à partir du moment où toi, tu as un projet, là, le idyllique, qui reste peut-être 10% des ventes maximum. Oui. On va avoir une livraison, là, probablement dans les 2-3 prochains mois. Oui. Et dans les délais que tu avais mentionnés aussi. Oui. C'est quelque chose de très, très rare. Oui. Et puis, la qualité est vraiment, vraiment supérieure. Fait que tu as un autre projet, là, tout de suite après, là, j'imagine? Oui, on en a quelques-uns. Je pense que on pourra donner ensemble une bonne surprise et je garde les noms et l'endroit, mais je pense qu'on va vraiment continuer dans le concept de la zone où j'aime bien, où je suis très amoureux et de ce que je vois autour, le vert, l'endroit. Alors oui, on a déjà une bonne ligne, je crois que il y aura le moment pour en parler en détail, mais c'était travailler une manière très très propre. On n'est pas fermé à le faire peut-être dans un futur avec une quantité complète et claire d'une équipe, parce que ça pourrait être la même chose d'avoir 2 bâtiments de 20 ou 30 appartements que de faire un bâtiment de 60, mais ça c'est la capacité que je peux maintenir pour l'instant. Alors l'expérience me dit que je peux, mais je peux risquer plus avec mes sous qu'avec les sous des clients. Ben, ça fait partie, c'est plutôt rare de voir des professionnels en construction développer avec leur propre liquidité. Donc, ton parc immobilier de 150 portes,
t'amènes de la liquidité. Et en plus, tu prends l'argent des investisseurs pour le développer aussi. J'espère que tu profites quand même au maximum des institutions bancaires pour aller chercher un potentiel de crédit, mais tu ne l'utilises jamais. Non. Donc, les banquiers t'apprécient, mais t'aiment pas vraiment parce que tu leur fais pas faire d'argent. Toi, tu les utilises pour le plan C, s'il arrive une catastrophe ou quoi que ce soit. Donc, tu es ton propre banquier. C'est ce qui est généralement la recette gagnante pour avoir du succès et ne pas dépendre d'une institution bancaire, payer beaucoup moins d'intérêts, être son propre banquier, propre contracteur, faire un travaux à la fois. Oui. Donc, c'est vraiment ta ligne de commerce. Par contre, un projet à la fois, c'est une chose, mais je suis toujours très impressionné. À chaque fois qu'on parle, on part à quelque part. Ah, ben, j'ai ce terrain-là. Ah, ben, ce terrain-là aussi, je l'ai. Ah, t'as combien de terrains? Et t'en as investi, t'es à Tulum aussi, et t'en as dans la jungle à Playa, t'en as partout au centre-ville, dans le plus beau petit parc, le seul parc qui est pas, qui est au centre-ville, là, puis qui est bien protégé. Est-ce que t'as toujours investi plus dans les terrains que dans l'immobilier? Ou c'était 50-50? C'était quoi ton plan de match? Et je crois que c'est une belle manière de voir, de diversifier le plus possible dans chaque concept et le risque. Alors, je pourrais dire qu'on a quasiment la même quantité de terrain en mètres carrés qu'en appartement, mais à la fin, on doit essayer de voir un peu plus loin. Et à Playa del Carmen, on savait que les appartements avec la qualité de vie dans ma zone, dans la zone près de où on est, ça aurait bien marché et ça aurait marché. Et je pense qu'il y aura pour beaucoup des années encore un bon marché. Et à Tulum, bien sûr, peut-être ça a changé avec les années, mais ça a toujours quelque chose de bien pour le thème des terrains, parce qu'on parle des dimensions et du verre et un concept Tulum, non? Alors, j'ai diversifié un peu ces deux choses avec les ans. J'ai vu un peu tous les personnes investisseurs et tous les clients qui sont venus et ils ont eu une critique ou une opinion. Je l'ai pris pour un bon résultat et ça nous a fait de avoir aujourd'hui ce qu'on a. Quelle quantité on a? Ben, je ne sais pas. Les doigts de mes mains, pieds sont pas suffisants au numéro de projet, terrain, maison qu'on a. Ouais. Mais je peux garantir que on va les compléter avec une expérience que chaque dernier projet va nous donner. Oui, voilà. Exactement. Je trouve ça drôle parce que toutes les fois, des fois que je finis, je vais arriver sur sur le chantier de travail du idyllique, je vois toujours les mêmes gars de construction avec un sourire au visage, ils sortent, ils finissent leur journée, puis ils restent souvent devant la porte, ils prennent leur Coca-Cola, puis ils parlent entre amis, puis ils ont du plaisir. Ton staff, t'as quoi? T'as 80 personnes qui travaillent, je pense, 60, 80? On va depuis 60 à 120 en direct. Ça veut dire qu'on a une bonne centaine de personnes entre les différentes équipes et matériel qu'on utilise. Alors ça nous fait toujours faire et créer une compétition. J'appelle toujours un plan A et B, mais parce que si t'as qu'une équipe, des fois tu sais pas avec qui compétir ou partager l'art. Quand tu mets à la zone et les employés d'ici une compétence avec un objectif final et ils ont l'espire ou la façon d'essayer d'arriver un peu plus loin. Ouais. Et oui, donc deux équipes en compétition pour être sûr qu'ils donnent leur maximum pour avoir le prochain contrat. Oui. Faut pas tout donner gratuitement. Voilà. Total, une équipe de Mexicains non plus. Un coup qu'ils le prennent pour acquis puis qu'ils fassent pas le bon travail. On voit ça au Québec, on voit ça partout dans toutes les divisions, mais je pense que n'importe quelle sphère, la compétition est importante. Et est-ce que tu as une équipe de base que tu payes toujours à longueur d'année, puis que si tu dis, les gars, j'en ai pour 2 semaines, 3 semaines où j'ai absolument pas de travail, pour vous, tu continues à les payer pour les garder avec toi pour être sûr qu'ils ne vont pas travailler pour des compétiteurs? Ah oui, ça doit être quelque chose de très important et le laisser bien clair. Il faut donner des stabilités à les gens qui ils sont léals et clairs avec toi. Alors, moi, j'ai une base d'équipe fixe et les autres, et on a un plan toujours pour les prochains 12 mois, 18 mois et 24 mois. Alors, là, ce qu'on a changé complètement drastiquement dans notre projet, par exemple, ça a été d'essayer de faire ce que quasiment personne fait. Alors, faire un bâtiment
en complètement métal de base, Ouais. avec les grous, essayer de mettre une caméra en live streaming, en clarité. C'est essayer de faire plus fort où était l'investissement et les sous des clients. Comment je pouvais faire voir à mes clients qu'ils étaient ici dans des bonnes mains et comment moi être toujours prêt en plein B de 1 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On met 500 000 $, on a 500 000 $. On met 1 million, 1 million. Après, ça vient le plein, c'est les banques. Ouais. Alors, j'aimerais bien faire des bâtiments de 1000 appartements, mais je peux faire aujourd'hui quelque chose de 100 appartements. Ouais. Alors, l'idée, c'est de, comme un petit enfant, encore moins, j'apprends des plus grands et je peux faire voir à les autres qui font des bâtiments un peu plus petits, ils doivent faire le pas avec ce qu'ils peuvent couvrir. Oui. Le plus important d'un projet, c'est le finir. Exactement. Le deuxième importance d'un projet, je pense que ça doit être que le client, il est content parce que pour moi, un client, ça veut dire 10 personnes qui peut parler et dire que il doit essayer d'avoir une qualité avec le développeur derrière qui donne de la solidité pour lui acheter et faire tous les types de changements parce que à la fin, c'est comme une belle voiture, un appartement. Il doit être personnel, c'est la maison à quelqu'un. Alors, être ouvert à ça, ça me fait rendre compte, comme tu as bien dit dans le projet être physiquement, Oui. de comprendre ça. Non. Oui, puis oubliez pas de regarder notre excellente entrevue qu'on a faite avec Luca directement au Idyllic et puis en construction, les étapes, le parking, les appartements, la chambre aussi là, de la pièce qu'on pourrait dire l'appartement qui est à visiter, qui est la seule qui est terminée. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Le showroom. Le showroom, ouais. Le showroom, la toiture et tout ça aussi. Quand tu engages quelqu'un, avant de lui donner une stabilité puis de lui dire « T'es engagé, je te paye à tous les mois, même si j'ai pas de travail », est-ce qu'il doit passer 3 mois, 6 mois de test avant qu'il y ait accès à cette garantie aussi d'emploi pour le groupe de Luca Construction? Mais regardez, j'ai créé une équipe que la personne qui a moins de temps avec moi, il a au moins 5 ans. Alors, oui. Oui, et on parle, moi j'ai 35 ans, 36, mais au moins 5 ans. Les personnes stables avec moi, et ils doivent passer une belle partie de preuve, et moi je les aime les preuves. C'est comme un mariage. À la fin, ils vont être, moi je vais pas y être, et ils vont me représenter. Et donner cette stabilité, ça fait aussi donner de la stabilité à les gens qui ils confient en toi, ils donnent leur temps, leur sous, leur passion. Ouais. Alors c'est toute une stabilité depuis le bas vers le haut. Moi je dis toujours, si tu fais 4 ans d'un projet, tu peux le vendre dans 1 an. Si tu fais un projet dans 1 an, tu le vends peut-être dans 4 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors moi je ne suis plus la personne il met un peu plus de temps, on fera une bonne projection, un bon map, et comme ça on ira très très loin. Oui. Voilà, je pense que ça va nous aider un peu. Et bien sûr, regardez notre entrevue dans le projet. Et Sébastien, il est toujours prêt à me faire les questions juste pour refarcir la confiance dans cet endroit merveilleux. Je trouve ça bien parce que la caméra, 100%, toutes les fois, mes clients le regardent puis ils voient la construction. Hey, ça, ils sont rendus à telle étape, telle chose, telle chose. Puis souvent, des fois, les autres contracteurs, des autres projets aussi. Hey, Sébastien, on peut-tu avoir des photos des avancements? On peut-tu savoir où est-ce que c'est rendu? Ouais, je vais faire ça éventuellement, ça sera pas long. Des fois, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On parle avec les contracteurs. Oui, on va faire ça la semaine prochaine. Ben, là, c'est live. Donc, c'est un petit outil, coûte pas cher, très simple, mais très professionnel, très transparent aussi. C'est bien, non? C'est vraiment une bonne approche. Puis, est-ce que tu vois beaucoup de compétiteurs qui ont une proximité aussi proche avec leurs employés? Qui sont là à temps plein depuis 5 ans minimum. On parle de 80 à 120 employés qui sont là depuis 5 ans minimum avec toi. C'est vraiment une grande famille là, que tu as là. Puis c'est tous des gens que tu les connais personnellement aussi. Ils sont fiers de travailler avec toi. Tu les aides, les encourages. Est-ce que c'est un modèle d'affaires qu'on voit beaucoup chez les Mexicains? Je n'en ai pas connu beaucoup de notre moyen, notre âge, mais je pense que c'est quelque chose que chacun il veut cultiver dans sa ville, la stabilité avec son équipe. Personnellement, je regarde pas beaucoup le jardin à côté. Je vois souvent mon jardin et j'apprends
à le tenir bien comme les autres, oui, mais à ma façon. Alors, je remercie le jardin des autres ou les maisons des autres, on pourrait dire, mais j'essaye de donner ma meilleure version. On a des difficultés, bien sûr, climatiques, endroits ou des opinions de plus que pourraient pas servir dans le moment. Mais l'important, c'est être ouvert à regarder si c'est un bien que nous intéresse à tous ou si c'est un bien individuel. Parce que si c'est quelque chose que ça nous fait un bénéfice à tout le monde, alors ça veut dire quelque chose d'important. Et à moi, ça m'a fait apprendre. Après, il y a des personnes qui ont plus de temps avec les gens. Oui, c'est vrai. Mais c'est important d'avoir une qualité de temps et de communication. Oui. C'est ce que j'ai avec mon équipe, c'est d'être avec eux. Ça veut dire ne pas être tous les jours avec beaucoup de temps de famille, beaucoup de temps des amis, ou beaucoup de temps dans la fête ou des voyages. C'est être dans la priorité du projet. Alors, bien sûr, je vois pas des mails, je vois pas de réseaux sociaux, j'ai rien ça. Alors, ben c'est vrai. Là, si vous voulez rentrer en contact avec Luca, vous l'appelez directement. Pas d'email, pas de Facebook, pas de TikTok, pas d'Instagram, c'est pas la communication numéro 1. Mais que je peux comprendre que tu sois précisément concentré sur un projet avec ton équipe de 120 gars. La relation est là, matin, midi, soir. Très occupé, mais très focus sur le développement des affaires. Peu de distractions, là. Oui. Exactement. Okay. Tu regardes un peu de Netflix le soir à la maison, tu as changé les idées, bah, ok, un petit quelque chose. Ça prend des défauts aussi un peu dans la vie. Ah, c'est bon, Lucas. All right. Excellent. Lucas, au Québec, on est très régi avec le APCHQ, RBQ, CCQ. Tu dois moitié de ton cul au gouvernement. C'est toujours cher, c'est fatigant, c'est vrai pareil. Les gars de construction, particulièrement au Québec et le reste du Canada, c'est compliqué, tout ça. Mais en même temps, il y a des associations pour protéger les consommateurs. Et ici, les gens, les Québécois particulièrement, ont très peur de dire « Ouais, mais attention, la construction, puis au Mexique, puis ci, puis ça. » Je l'entends à tous les jours. Existe-t-il des associations à laquelle tu dois être obligatoirement membre pour bâtir et pour protéger peut-être ton équipe en construction et le consommateur aussi? Est-ce qu'il y a plusieurs associations? Est-ce qu'elles sont obligatoires? Ben, alors, je vais retourner à la première question où tu me parles des impôts. Moi ici, je suis moitié italien-français. Alors, tu sais, chez nous, on paye quasiment le 50-60% des impôts et j'aime pas faire ce cadeau à des associés que ça s'appelle le gouvernement, où ils gagnent toujours et ils sont jamais avec nous pour perdre. Alors, travailler de janvier à juillet pour payer des taxes à des gens qui les gèrent mal, ce n'est pas plaisant. On est d'accord, c'est correct. C'est une des choses importantes et c'est pour ça que j'ai cherché un peu mon indépendance de ne pas avoir des associés aussi durs et c'est pour ça que j'habite au Mexique parce que les impôts sont vraiment beaucoup plus bas. Alors, en parlant des impôts, c'est une partie, mais deuxièmement, oui, il y a beaucoup d'entités où on doit être associé et on doit avoir des préautorisations fédérales, légales, statales, municipales, que je crois que un bon développeur devrait toujours mettre avant ceci de prendre un anticipe un appartement ou quelque chose autour de son projet qui viendra. Mon point de vue, c'est de vendre avec des papiers. Il y a la sécu, on va dire les assurances des employés, publics, privés. On est dans toutes. Moi, j'aime bien être couvert et j'aime bien l'exposer avec ma même entreprise elle s'appelle Luca Libordi et CADCV. Et c'est un moyen de dire, regardez, monsieur, madame, à part de la caméra en live streaming, en vive, et à part le métal, et à part le moyen d'aller rapide et bien, regardez tout notre papier, et ça doit être obligatoire. Je vois qu'avec le temps qui passe, petit à petit, et le gouvernement mexicain, il nous oblige à les développeurs de ne pas accepter rien où on vente jusqu'à ce qu'on expose tous les permis. Alors pour moi, c'est un développeur qui part sérieux. C'est comme me présenter une identification. Mais après l'identification, il y a un passeport. Et après un passeport, il y a des cours. Et après, il y a une université. Et après, c'est comme ça qu'il devrait se faire dans chaque projet. Étape par étape. Exactement. Non, mais c'est quelque chose que je fais depuis des années, de présenter mon permis à l'autorité des marchés financiers, le 183373. Allez sur le site de l'AMF puis allez voir exactement si je suis en règle pour que je puisse donner des conseils financiers. Maintenant, est-ce qu'il y a certains contracteurs qui le font d'office?
toi, tu m'as donné carte blanche sur tous les projets, sur tous les produits, toutes tes entreprises. Et d'ailleurs, félicitations, tu as séparé chacune des entreprises pour chacune des projets pour ne pas contaminer une faillite ou un problème. En tout cas, j'ai pas trouvé de faillite encore à ton compte. J'ai creusé fort aussi, mais tout est bien en règle. Et là, à partir de là, est-ce que ça devrait pas être une obligation de fierté et d'intégrité et de transparence de tout contracteur qui dit « Voici mes permis ». On va parler du nombre de permis qui est un peu ridicule. 22 permis, je crois. On va les nommer tantôt un peu. Ou dans l'autre entrevue, excusez. Et à partir de là, toi, tu le fais parce que tu es fier de ça. Puis ça te tente d'arriver avec une relation avec le client pour dire « Arrête de penser à tous ces détails-là. Regarde tout ce qui est en règle. Puis après ça, viens me voir et on va pouvoir parler sans que tu sois déconcentré à penser à regarder toujours en arrière, dans les angles morts, regarder dans le rétroviseur, puis toujours être certain de... Toi, tu le fais. Est-ce que c'est parce que tu veux montrer l'exemple ou t'es obligé? Et personnellement, je veux être à mon exemple. C'est quelque chose de dedans moi. OK. S'ils m'obligent ou pas, la loi, c'est à eux. Mais maintenant, c'est devenu aussi une bonne partie obligatoire. Alors, moi, j'aime bien le bon exemple et je pense que comme ça, on pourra faire une grande différence avec tout le reste. Après ça, c'est un moyen de dire à les gens quelque chose de super important, de y tenir à les papiers de ce que tu prends comme une voiture. Tu veux Oui. voir les papiers. Tu veux pas promettre une voiture sans les papiers. Alors, la maison, c'est exactement la même chose. Et de voir les fonds et l'expérience derrière, et ça me fait aller un peu plus loin que le reste. Si je trouve une difficulté, bienvenue. Posez-moi dans la table. Comme ça, on peut la faire plus fort. On parle du Mexique souvent. Le Mexique a beaucoup des opinions. Jusqu'à qu'on vient ici et on le connaît vraiment, on commence à voir les différences. Le Mexique, si la chose plus forte n'est pas la confiance, on doit refaire fort la confiance. On doit partager tout ce que n'est possible pour faire comprendre que ça va être un projet qui va se conclure et mettre les conditions exactes où un bon avocat, une bonne notarie, un bon endroit peut analyser tout ce qu'il y a derrière le développeur. Oui. Avec mes 36 ans d'âge et ma bonne expérience, je peux être tranquille que je peux marcher dans toute la ville et dans tous les endroits très clair et très bien. J'ai pas eu un projet pas fini ni pas conclu ni et c'est ça il va parler à la fin de l'expérience d'une personne. Je vais à Disney France parce que j'ai été à Disney Miami et j'ai été à Disney Tokyo et comme ça. Alors, là, j'essaye de mettre des exemples que il parle avec un aspect résolutif et physique. Oui. Voilà. Puis, parlons un peu de cette idée-là aussi, où des fois, il y a des gens, t'en as vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup, où les gens me disent, ben, je suis propriétaire, mais j'ai pas mes titres. OK. T'es propriétaire, mais tu n'as pas tes titres. Non, ça marche pas dans la même phrase. Et puis, beaucoup de projets se font. D'ailleurs, vos titres, vous ne les aurez jamais tant que vous ne serez pas citoyen. C'est la même chose au Canada. Hein. Quand vous signez une hypothèque, regardez bien qui est propriétaire du terrain en dessous, à tant de pieds, quoi que ce soit. Le gouvernement peut toujours vous exproprier. Il y a toujours une solution mais on est habitué comme ça. Et les Mexicains, la plupart de mes compétiteurs, puis même mes courtiers dans mon équipe, les gens avec qui je travaille, ils disent « Sébastien, arrête de dire que les titres n'appartiennent pas aux clients, ça va leur faire peur. » C'est pas une histoire de faire peur, c'est une histoire de dire la vérité, puis d'être transparent, puis de comprendre que c'est pas un danger en soi. Mais par contre, de ne pas posséder le titre dans le fidéocommisso, que vous êtes en entente trilatérale avec le gouvernement et la banque, ça, c'est dangereux. Et pourquoi est-ce qu'il y a des projets qui partent, mais qui n'ont pas encore la capacité de donner les titres? Est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai jamais fait ça avec des clients. J'ai pu essayer de le faire avec mes ressources, avec mes sous, avec mes endroits où je sais que je vais rester tout seul. Oui. Mais quand je vends à quelqu'un d'autre, il doit être complètement autorisé et le notaire, les avocats que je connais, ils doivent me partager leur point de vue pour qu'on puisse à la fin finir de passer la propriété à la personne. Mais pourquoi est-ce que la ville ou la municipalité ou le gouvernement laisserait quelqu'un de commencer à creuser ou arracher des arbres
pour un projet qui n'a pas encore la capacité de délivrer des titres? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas stopper le jour 1? Closaduro, vous devez avoir vos projets, vos titres, vos choses, vous devez être capable de le donner au notaire. Puis il y a bien des clients que, non, mais on va les avoir, là, ça sera pas long, là. On va vous les donner, là, ça sera pas long, là. Mañana, ahorita, maintenant, je connais des gens que ça fait 5-6 ans qui attendent, mais qui n'ont pas encore leur titre. Ils peuvent pas le revendre. Ils peuvent pas être représentés par un courtier immobilier ou par notre équipe. Ils sont stressés. Puis le building est fini, là. Mais ils n'ont pas leur titre. Est-ce que le gouvernement est de plus en plus sévère avec ces gens-là? Est-ce que c'est plus ce que c'était il y a 15 ans, 20 ans quand tu as commencé en construction? Oui. Oui. C'est devenu petit à petit plus dur de finir finalement tous les registres. Alors des fois, la municipalité essaie de demander un peu plus de sous. Ça dépend un peu le projet et le développeur, la magnitude. Peut-être une mauvaise administration de part le développeur. Ça pourrait ne pas rendre à le final et avoir l'économie pour avoir ces papiers. Ou peut-être, je pourrais penser que c'est quelque chose de mal organisé ou le pas bon contact. Peut-être les pas bons contacts font ne pas finir ça. À mon point de vue, dans ma situation, c'est le résultat. Moi, j'ai pu le faire, mais je crois que c'est un moyen de langage, un moyen de me corrélationner toute ma vie avec les gens d'ici et de connaître les gens que vraiment comptent pour avoir cette autorisation. Je réponds à ça parce que je trouve des personnes qui sont un peu plus lentes, mais peut-être c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses et ils ont changé la direction de leur attention. Et à mon point de vue, une fois à la fois, chaque chose bien conclue, finir, ça nous permet de gagner cette confiance complète. Alors, si je réponds à ça, ben ça fait beaucoup de motivation, donc il leur emmène à pas finir cette situation. Mais j'aimerais bien le savoir de chaque personne parce que ou pourquoi il s'est passé ça, parce que il doit avoir les sous, il doit avoir l'organisation, le temps et les comptas. Alors, à la fin, si les choses ont été faites correctes, ça se fait. Il y a beaucoup de bâtiments qui l'ont eu. Alors, c'est laquelle la différence? Parce que à la fin, la loi mexicaine dit que si quelqu'un il a quelque chose, l'autre personne doit l'avoir pareil. Alors, s'il y a un bâtiment qu'il a eu de 60 appartements, les titres, et il a fini, pourquoi pas l'autre? Là, ça veut dire que quelque chose dans le développeur, dans la relation, dans l'économie, n'a pas été bien faite. Alors, je pense que ça doit être ça la réponse à quelque chose que je ne vive pas, je ne sais pas vraiment. J'ai eu des difficultés avec des personnes que ils ont essayé de demander plus de ce qu'ils ne pouvaient pas ou de faire les choses dans un moyen, mais mon correct, mon centre me fait décider de ne pas continuer dans cette ligne et de ne pas perdre du temps. Alors, c'est simple, à mon point de vue. Aujourd'hui, avec l'équipe d'avocats qu'on a avec Bella Édifice et puis tous les professionnels alentours, on regarde les permis à jour, on regarde si les taxes ont été payées sur le terrain. Tu sais à quel point je fais mon due diligence, puis je renégocie, puis je revérifie les choses. Je me fais moi-même représenter par des traducteurs anglais, français, espagnol, avocats pour double-checker. Probablement que tu as rarement vu des gens aussi agressifs sur le due diligence, mais je veux représenter mes clients, je veux pas me planter non plus, je veux pas avoir à regarder non plus dans le rétroviseur. Il y a moyen de pouvoir faire ça, de regarder si les titres sont distribuables, si les choses sont faites en bonne et due forme, si les étapes sont faites. Regardez toutes les entrevues avec les notaires, avec les comptables qu'on a faites sur bellaedifice.com, s'il vous plaît. Prenez le temps de regarder ça. Si vous dites, en plus, moi, mais les entrevues sont longues. Ouais, mais tu vas trouver le temps long pendant 50 ans, ne pas pouvoir le revendre ou être pris avec quelque chose que tu as mal été suggéré ou bâti. Puis des fois, c'est des très belles appartements. On a des très grands contracteurs en ville qu'on connaît le nom puis on peut pas nommer ici, mais qu'on fait comme, mais c'est quoi ce bordel? Puis c'est des entreprises qui ont bâti 200-300 places, qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays, qui sont ici aussi. Et c'est vraiment pas si simple que ça. Mais regardez bien les entrevues, puis c'est des bons conseils aujourd'hui qu'on a avec Lucas ici. Là. Lucas, prochaine question. J'ai entendu le mot 22 permis pour être capable de pouvoir passer à une construction. Ça me paraît ridicule, là, parce que même au Québec, je sais même pas si on a ça, là, mais est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que tu as la capacité de pouvoir prouver des 22 sont en vigueur? Puis à un moment donné,
Il y en a un qui doit être pour 2 mois, l'autre 3 mois, l'autre 1 an, l'autre, il est acquis à vie. Il doit bien avoir des permis qui arrivent puis que t'as pas regardé puis que t'as pas renouvelé puis ils mettent des pancartes le lendemain, Clausardo, Clausurado, oui. Clausurado. Et comment on fait pour gérer tous ces permis-là, là? T'as des adjointes aussi, là, qui travaillent avec toi, mais est-ce que vraiment 22 permis? Oui, on pourrait être près de ça exactement. J'ai ma secrétaire et j'ai mon équipe qui m'aide à recompiler tous les documents originaux. À la fin, c'est signer et faire la queue. Mais oui, ça fait les licences urbaines, ça fait protection civile et ça veut dire tout ce que c'est autour, l'eau, la lumière et aussi la urbaine, les arbres, l'impact ambiental, le COFEPRIS. Et comme ça, petit à petit, on continue, ils sont beaucoup. Oui, quelques-uns, ils se font chaque mois, quelques-uns, ils se font, bon, les grandes licences se font entre 12 et 18 mois, quasiment. Et ça peut changer à différence de la distance de la mer, ce qu'on trouve en bas de le sol. Oh. C'est quoi? C'est ça ce que ça fait changer un peu le risque ou les permis qu'on a besoin avec le gouvernement. OK. Donc, les premiers buildings que tu as fait de 2, 3 maisons, 2, 3 triplex, c'est pas les mêmes permis que ton 75, 76, là, ici, avec une phase 3 qui rouvre en plus là pour monter à 100 quelques unités. Non. Et en plus, les temps, ils sont changés. C'est vrai que le Mexique est en train de s'actualiser, alors continue à mettre chaque année des nouveaux permis, des nouvelles choses. Et nous, les développeurs, on l'a un peu plus, pas difficile, mais plus sérieux. Oui. C'est un moyen de nous dire, regardez, monsieur, madame, maintenant on a le permis de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et alors, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est pour emmerder les contracteurs ou pour protéger les clients, pour avoir l'air sérieux, ou un peu des deux? Pour éloigner les amateurs contracteurs aussi? Oui. Okay. Je pense que ça fait du bien à nous enlever les contracteurs qui sont pas sérieux, petits, que c'est bien qu'ils commencent, mais avec une expérience et une confiance qu'on doit pas faire avoir aux clients. Ça doit être nous qu'on doit être les bons à le conclure ou finir, non? C'est bizarre, pourtant, il n'y a pas de contracteurs amateurs au Mexique. Tout va bien, tout bien. Oui. OK. Prochaine question, Luca, combien de temps est-ce que tu vois les structures d'acier? Parce qu'on avait une entrevue avec Michael Le Chasseur qui était venu ici en 2008, 9, 10, 11. Il voyait pas ça. D'ailleurs, il n'y avait rien de bâti par la 38. Toi, tu as vu Playa le jour 1. Tu es né ici, là. Tu as vu ça grandir à vitesse grand V. Les structures d'acier et la technologie commerciale plus américanisée, ça fait combien de temps? Puis c'est qui le pionnier ou le premier building que tu as vu, tu t'es dit « Wow, ça va passer comme les pyramides, les millénaires. » C'était nouveau en ville. C'est quel building que tu as vu, puis en quelle année tu as vu ça arriver? J'en ai vu pas beaucoup, j'en ai vu 2 ou 3. Et un près de la mer, Palm, il s'appelle, et quelques d'autres un peu ici dans le centre. Mais je ne savais pas beaucoup jusqu'à que j'ai eu la bonne explication de mon partenaire, mon associé, où avec le système, lui il est de Colorado aux États-Unis, Denver. Alors lui il m'a un peu parlé de ça et en essayant de le mettre, je comprenais que à beaucoup de niveaux, c'était pas un problème le métal devant la mer avec l'oxydation, pas du tout. Il y a des bons traitements et tout marche parfaitement bien et ils sont encore aujourd'hui en pied et il n'y a pas de risque. Mon point de vue, ce que je voyais, c'est de la solidité économique. C'était une rapidité d'une roue où, je veux dire, une machine peut substituer 60 personnes en vélocité, ça fait beaucoup parce que ça, pour multiplier chaque jour de la semaine, du mois, ça nous fait gagner du temps. Alors, en regardant ça, c'était une peur que je voulais solutionner. Non, j'avais peur de faire quelque chose de typique comme les autres constructions. Et j'ai appris beaucoup qu'en se parlant bien, en mettant l'équipe ensemble, des ingénieurs du béton et du acier, avec du métal et aluminium, tout ensemble, en faisant des réunions importantes, on aurait été bien stabilisé pour aller à un bon rythme. Et on a vraiment, bien sûr, la liquidité et la disponibilité d'être dans le endroit. Alors, je pense que le faire en métal aujourd'hui, c'est quelque chose d'innovateur, mais
ça nous donne aussi, dans un certain moyen, la garantie que le béton va se finir, que le béton va se faire. C'est rare de voir une construction au Mexique en métal ne pas finie. Normalement, on voit peut-être des constructions en béton, pas finies. Alors là, on doit comprendre qu'il y a quelque chose de derrière, pas très bien analysé, organisé. Voilà. Alors, je pense que te répondre à ce moyen, comme je dis toujours, j'avais un bon client il marchait un jour devant un de mes projets. On se connaissait pas, il ne me connaissait pas, mais il avait envie de s'acheter un appartement dans la zone. Alors, il est passé, et je l'ai vu, et il m'a dit, monsieur, comment je fais pour acheter un appartement maintenant? Surpris pour la question d'une personne que je connaissais pas devant, comme ça, un appartement de 300 000 $. J'ai dit, mais pourquoi vous achetez avec moi? Comme ça, vous me connaissez pas, vous avez même pas vu les unités ni rien. Et il m'a dit, bien sûr, je vais te répondre. Et quand il allait me répondre, j'ai dit, attendez, s'il te plaît, mettez-vous avec mon équipe, expliquez le pourquoi, vu qu'on va faire un des premiers édifices dans ce moyen. Ben, il a été très clair, dans 2 secondes, il m'a dit, vous savez la différence de 2 millions de dollars dans du béton et 2 millions de dollars dans du métal? Il nous a posé la question et il a dit, il a dit la rapidité. Il a dit oui, non, temps et sous, mais c'est pas la rapidité parce qu'à la fin, quelqu'un qui met 7 mois ou 11 mois ou 1 an et demi, ça aide, oui, bien sûr, c'est quelque chose, mais ça change pas. Et la solidité, la part technique de l'édifice, il a dit non plus. Il a dit c'est la garantie économique parce que on a vendu du métal, on l'a commandé, on l'a payé avec beaucoup de temps d'anticipation. Et ne sort pas le métal de la fabrique s'il n'est pas payé au 100%. Alors que quand on voit 2 millions en béton, on le voit grandir petit à petit avec les sous des gens ou de la banque. N'a pas été sorti complet. Non. C'est ce qu'on voit de différence de 2 millions en béton, 2 millions en métal. Quand on voit ça, on voit quelqu'un de costaud, quelqu'un avec de l'expérience, comme aux États-Unis, comme dans des projets où on a un temps déterminé pour faire le projet. Pour moi, c'est quelque chose de très clair. Et le client, bien sûr, il a signé, il a choisi son unité. Oui. Ça a été la vente plus rapide qu'on a eu en beaucoup de temps. Et cet après-midi, moi aussi, j'ai appris à l'expliquer, le répéter tout le temps, les gens, de voir qu'il y a une grande différence. Je veux pas me mettre contre ni rien contre le béton, j'aime bien. Mais dans ce moyen, en prenant des décisions qu'on risque un peu plus avec notre sous, ça nous fait voir qu'on peut accompagner avec de l'information que quand on a commencé à faire la question, elle était différente, non? Avant, quelqu'un il avait dit la solidité, la rapidité, mais ils n'ont jamais pensé à les sous et la garantie de les finir. À la fin, c'est quelque chose de tranquille, non? Je pense que c'est ça l'importance du métal et le moyen de le faire. Je crois que tes contracteurs compétiteurs iraient plus souvent vers le métal s'ils pouvaient le payer à long terme. Est-ce que ce serait un choix qu'ils prendraient s'ils en avaient les moyens, parce qu'ils ont pas tous 150 portes dans un parc immobilier, de la liquidité comme la tienne non plus. J'imagine que c'est quelque chose qu'ils choisiraient s'il y avait le choix. Bien sûr. Ouais. Et totalement. À la fin, c'est un exemple clair comme dans les décisions. On peut savoir ce qu'on veut pas. Des fois, on sait pas ce qu'on veut. Non, on sait ce qu'on veut pas. Mais on sait qu'est-ce qu'on veut pas. Et si on a que le béton, ben, je peux pas le paragonner à rien. C'est une option. Ouais. Mais si j'ai les deux, maintenant, je peux vous dire que dans quelque chose, je le ferai. Peut-être dans une maison, mais dans un thème, dans un édifice, dans un endroit où j'ai garanti et je me suis compromis avec des temps, je dois être bien clair pour pas avoir des surprises. Aujourd'hui encore, je trouve des voisins, des projets qui y mettent 2, 3, 4 ans. Nous, on a l'honneur de vous dire qu'on a fait un projet dans 10 mois. Dans 10 mois, pour quelqu'un de pas beaucoup d'expérience, c'est un bon résultat. On a fait un projet, après, les détails peuvent changer et être un peu plus lents, mais parce que on a un artisanal, quelqu'un que va exactement pour le rendre avec les plastiques collés pour que le client doit faire ça. Mais le grand a été fait rapidement et bien fait. Oui.
T'as beau avoir de l'expérience de plus de 5 ans minimum avec ton dernier employé, une stabilité, des gens qui te connaissent par cœur. Quand tu t'es levé un matin pour faire un gros meeting d'équipe, dire là les amis, on va bâtir en béton et on va faire ça en 10 mois. C'est quoi la réaction de toute l'équipe? Puis ils t'ont regardé Luca Loco, qu'est pas ça? Comment ça s'est passé? Oui. Parce que tu es sorti de ta zone de confort, tu demandes à tous tes 120 employés de sortir. Est-ce que ça a été bien accepté? Est-ce que la réception? Non, pas été bien accepté. Ça a été une surprise et bien sûr, essayer les choses nouvelles nous emmène des fois à être un peu distant. Ouais. Mais bon, la confiance est indispensable dans ce moyen et j'ai trouvé beaucoup de noms et je pense que chaque fois que je trouve un nom, et j'aime plus parce que ça veut dire que ça devient plus difficile et ça veut dire que je rentre dans un moyen où j'ai moins de compétiteurs. J'aime bien être loin dans la mer et apprécier au milieu de la mer parce que je suis très loin de ce que c'est normal et quotidien. Quand je fais ça, quand je prends une décision difficile, je vais avoir des clients où vont apprécier tout ce chemin et vont me choisir avant que des autres options. Et c'est une philosophie de vie. Non, je crois que plus est difficile et plus intéressant. Ouais, parce que la construction est très traditionnelle sur ces choses-là, le mode, les techniques, toutes ces choses-là. Donc, une chance que tu as une bonne proximité avec tes 120 employés, parce que eux, j'imagine que sur le coup, ils sont retournés le matin, le soir à la maison, chérie, Luca a une drôle d'idée, je sais pas comment ça va se passer, mais en même temps, ils te font confiance, là. Exactement. Puis aujourd'hui, est-ce que ça va bien, puis les gens seraient contents de toute ton équipe referait un building en acier aussi, puis un autre puis dirait on a aimé l'expérience ou ça a été dur? Mais à mon point de vue, après de voir notre entrevue dans la construction, je pense que ça doit pas être mon point de vue le seul, et je pense que vous devrez voir dans mes employés, dans mon équipe ou dans mes clients ce qu'ils pensent de moi. Moi, je pourrais vous dire quelque chose de merveilleux. Je m'adore, je m'aime, je sais bien ce que je fais, mais à la fin, le bon mari, c'est quand la femme dit son point de vue de son homme. C'est pas quand le mari dit il est bon. Alors très bien dit. J'imagine que c'est des valeurs très italiennes. Oui, moi je suis dans ça très très français, italien, et je pense que la parole est encore une bonne donnée de main. Ça nous fait voir beaucoup. J'ai des clients qui aujourd'hui encore avec leur âge et ils me demandent de faire des associations et des équipes parce qu'on a respecté, même vu des improvis, et les prix et les temps qu'on avait dit. Alors ça va devant tous les types de contrats. Tenir sa parole avec une bonne poignée de main, ça se faisait plus dans le temps. Il y en a encore qui marchent comme ça. Puis si on peut passer au travers ces relations-là d'affaires avec une bonne poignée de main, puis d'y aller de même, ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Moi, j'ai décidé d'aller par ce chemin en enlevant du temps de ce que normalement beaucoup n'enlèvent pas de temps. Et comme on retournait avant, pour être présent et regarder quelqu'un et donner la main, ça veut dire ne pas avoir des distractions. Et quelqu'un doit être l'héros ou la personne qui prend la décision un peu difficile, et ça doit être nous, les personnes qui font une différence. Donc, si on fait affaire ensemble, tu vas être obligé de me dire, annule ton Facebook, ton TikTok, pas de distraction, pas rien. Non. Toi, t'es bon, t'es le meilleur dans ça et tu le fais bien, tu communiques bien. Mais quelqu'un d'autre doit être présent dans le... Exactement. Focus sur le métal et sur les 120 employés, Luca. Voilà. Todo bien. Prochaine question, Luca. Ce qui m'interpelle quand j'ai vendu quelques-unes de tes unités puis que j'en ai plusieurs autres, des gros compétiteurs ici, dans le building même ici, on regarde l'évaluation des choses. On a au Québec Centris, MLS, Régis Foncier qui nous aident à avoir des évaluations très concrètes sur des préventes, sur l'expertise de contracteurs, qu'on sait ce qu'ils vont être évalués, puis à combien ils peuvent vendre leurs préventes aussi. Ici, il n'y a pas de Centris, qui est un outil unique au Québec. Il n'y a pas de MLS non plus. Il y a un registre foncier. Des fois, on peut voir une rue, les maisons sont pareilles, sont tous vendues à 500 000, sauf une à 350. On se dit que quelqu'un est arrivé peut-être avec 150 000 en argent. Ça fait baisser le prix de la valeur des autres. Il y a des nouvelles lois ici au Mexique qui disent non, tu vas quand même payer tes taxes sur 600 000. Ta prix de vente, il est à 450. Bon, on posera pas trop de questions. Merci, bonsoir. Mais tu feras pas baisser la valeur des autres.
En termes d'évaluation, je vois des nouveaux règlements dans les 4 dernières années qui s'amènent pour protéger la juste valeur marchande de quelqu'un qui a bien payé ses choses, qui prend soin des choses. Mais en pré-vente, tu fais des projets pré-vente énormément. Tu es à 2-3 mois de livrer le idyllique. Oui. Tu as vendu 90% de tes unités. Ta phase 3 est déjà en construction. Oui. Comment tu fais pour afficher tes évaluations des prix? Et sur quoi tu te bases? Parce que c'est ton premier projet en structure de métal. Tu as beaucoup de projets, mais tu n'en avais aucun qui avait dépassé les 100 unités. Et comment on fait pour fixer le prix? Parce que tu as un rapport qualité-prix qui surpasse tous les contracteurs, selon ce que j'ai vu. Puis c'est pas parce qu'on est en entrevue ensemble, j'essaie de te flatter ou quoi que ce soit, ou parce qu'on va potentiellement avoir un projet ensemble éventuellement. C'est parce que on regarde tous les détails, puis regardez les entrevues aussi qu'on fait dans le idyllique et les vidéos. Comment tu fais pour t'assurer de faire de l'argent? Comment tu fais pour t'assurer d'évaluer un prix? Parce que c'est nouveau. T'as pas de jurisprudence autour, sauf des beaucoup plus petits buildings que tu avais fait. C'est quoi la recette pour bien évaluer les choses pour que tu ne sois pas perdant? Et que le client en ait pour son argent aussi, selon toi? La première chose, c'est la confiance. C'est un moyen de être clair et avoir l'expérience derrière. Mais se bâtir pour les prix, c'est pas que un moyen. Je pense que c'est suffisant ce que je fais et je propose un bon goût et je mets une équipe qui peut choisir des bonnes choses et donner aux clients. Et après, bien sûr, je crois que c'est un moyen de dire aux clients, on va pas faire une guerre des prix, on va faire une compétition de qualité parce qu'on paye. Alors, ce que je veux essayer de dire ici, c'est que il y a encore beaucoup de profit entre ce qu'on achète et entre ce qu'on a physiquement. Et mon moyen de vue, en regardant un marché aussi compétiteur où on l'a grandi en 20 ans, c'est une ville qui a grandi en 20 ans. Beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup pour tous. Mais ça veut dire que c'est beaucoup très facile. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est essayer de choisir des qualités supérieures. Et moi, pour l'instant, je dois vous dire que c'est pas le grand business de la vie pour l'instant. Je suis en train de faire quelque chose que organiquement, petit à petit, va en grandissant. C'est un moyen grand organique de dire j'ai de la bonne qualité et au lieu de gagner à 40%, de gagner peut-être à 20%. C'est suffisant. Des fois, on doit essayer de dire on peut gagner un peu moins, mais les gens se sentent heureux d'avoir quelque chose et le vivre. Alors, j'espère de répondre à ta question en termes de qualité. On doit aller dans les endroits vraiment local mexicain à chercher le matériel et d'avoir un bon prix. Il vient à une bonne proposition. Si j'achète quelque chose à plat de 12 mois ou 18 mois, c'est quoi qui va garantir à les fournisseurs le prix fixe qu'on va laisser? Ça veut dire que je dois aller et le acheter au 100%. Ça veut dire que je dois l'avoir physiquement et ça veut dire qu'on doit créer une relation pendant tout le temps d'avant pour avoir en temps correct, en qualité correcte et le concept choisi. Alors, je crois que à la fin, c'est de être honnête. C'est d'avoir quelque chose de physique où les gens se sentent participer et considérés dans leur unité. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a qu'un moyen de faire les choses. C'est avoir le point de vue des clients. Qu'est-ce que vous pensez? Si les gens me disent t'es supérieur, t'es meilleur, il n'y a pas plus, j'arrête. Peut-être. Je vais continuer. Parce que j'avais déjà fait des projets bien faits. Je pense qu'on peut redonner une bonne preuve de que on peut avoir internationalement, dans tous les endroits de la vie, maintenant avec les containers et les endroits où on peut envoyer tout le matériel, c'est quasiment facile. C'est comme dire, aujourd'hui, on peut pas avoir quelque chose. Je pense que ça n'existe plus, cette réponse. Non. On est facilement communicatif avec tous les endroits et les angles du monde pour avoir ce qu'on veut. On veut un meuble de bois bien, on peut l'avoir. On veut un béton, métal, quelque chose. On peut l'avoir. C'est facile. C'est que le mettre et dire ce qu'on va donner pour ce qu'on va payer.
Fait que si je comprends bien, devenir le meilleur, ça a été très, très dur. Rester le meilleur, ça va être un mandat professionnel pour toi encore très longtemps, parce que tu es encore jeune. Oui. Et puis, ce que je comprends aussi, c'est que ta relation avec tous les fournisseurs de multiples produits, parce que tes places sont tellement bien décorées, c'est un charme irrésistible. Puis quand on voit les gens, on regarde les prix, on se dit, ben, c'est tellement dispendieux. Toi, tu vas les chercher à côté des ruines de Cobar, tu vas les chercher à Tulum, tu vas les chercher à Mérida, tu vas les chercher partout. Tu as des stylistes partout, tu as des gens dans tous les coins du Mexique qui peuvent te dire, ben regarde, ce pot-là, il est magnifique, tu vas en mettre un sur chacune de tes 75 unités sur la terrasse. On pourrait aller chez Chedraui ou c'est Walmart, on a un quasiment pareil, mais toi, tu l'as à 75% de rabais fait par un Mexicain, puis tu y prends ses 150 pots, puis tu y fais comme ça. Donc, tu mets tellement de temps puis d'énergie dans chacune de tes trouvailles pour décorer, structurer, négocier, puis au volume. C'est ce qui fait que tu as une capacité à mettre beaucoup plus de qualité parce que toi, elle te revient moins cher. Tu as les contacts, tu vas partout. Mais quelqu'un qui arrive ici comme moi, qui veut commencer à bâtir, commencer à magasiner tous ces professionnels-là, les stylistes, les draps, les matelas, les meubles, les ci, les ça. On va finir au Centro Maya, puis on va essayer de trouver, mais c'est pas là les bonnes ententes, là. Non. Non. Puis en plus, t'as l'œil italien et français. Si, hein? On va pas y aller avec n'importe quoi, là, tu sais, quand même. Mais t'as une capacité avec cet œil-là de vouloir amener la qualité au plus haut, mais d'aller encourager les gens locaux. Depuis tant d'années que tu connais les bons fournisseurs. Ouais. Est-ce que tu as des produits qui viennent du Centro ici, vraiment, ou c'est toujours à l'extérieur, loin, la décoration, le look, ces choses-là, les styles? Ah, on a un peu tout. Dans leur majorité de fournisseurs, ils sont mexicains, mais dans tout le Mexique. Alors, on a du Monterrey, on a du centre du pays, Mexico City, on a du Mérida, on a de Campeche, on a un peu de tout. Et bien sûr, c'est se bouger pour trouver des choses qu'on trouve pas normalement et à une bonne qualité. Et oui, je crois que à la fin, c'est facile quand on est vraiment physiquement dans l'endroit, quand chaque client je le vive. Oui. Et j'apprends de mes clients. Mes clients, ils m'ont fait voir ce qu'ils aimaient le plus et aussi d'avoir acheté des appartements, moi aussi, dans les autres endroits et voir ce que fait le clim d'ici. Ça me encourage à prendre des décisions qui va protéger le système, le matériel, la forme. Alors, moi, j'apprends tous les jours et je suis ouvert. Je vois que la main-d'œuvre ici et les personnes sont vraiment professionnelles et ils ont besoin seulement un bon leader, un bon héros qui peuvent leur encourager d'avoir un bon travail bien payé. Alors, pour l'instant, bon, je touche bois des fois, non, et j'ai pas des employés qui m'ont donné des avertissements ou des problèmes parce que je sais leur nom, je sais ce qu'ils font, je sais qu'il y a un contrat, je sais que on fait les choses que dans un moyen. C'est de les faire bien, clair. Comme ce qu'on doit faire nous ensemble. L'idée d'arriver dans des bons vidéos, dans la bonne pub, c'est d'essayer de faire plus fort quelque chose d'un développeur. Mes clients, des fois, me disent, mais comment ça se fait que le développeur, il est dans la construction? Et on le voit. Oui. Pour moi, c'est normal. Ben oui. Tu es toujours sur le chantier. Le développeur, il doit faire ce qu'il dit. Et donner la figure et répondre à les questions, bien sûr. Les faire dans un moyen un peu plus comprimé. Je veux dire, je vais pas être à la disposition des 200 clients que j'ai, mais je peux être bien chacun un à un. On peut partager, on peut manger ensemble, on peut boire quelque chose. C'est de être quelqu'un de propre et marcher dans ma ville, comme ça je le vois, avec toutes les personnes qu'on a grandi. Oui. Simple, avec aucun problème ni thème, non? Oui. Ben tant mieux, hein. Promener en ville puis toujours regarder derrière son épaule qui va être là, c'est pas bien. Ça. Non, je pense que tu dors très bien. Peut-être avec quelque chose que tu dors moins bien. Tu faisais la promotion de la qualité déjà là depuis le début. Les gens qui m'en avaient parlé, m'avaient introduit à toi, m'en parlaient énormément aussi. Sur papier, des renders, on voyait ton intérêt puis on voyait ta vision. Ça peut toujours juste habituellement diminuer une fois qu'on arrive dedans. Et là, c'est un peu le contraire. C'est tous les clients qui disent « Wow, c'est aussi bien, sinon mieux que ce que je pensais. » Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des aussi bons prix, avoir su que ça serait vendu aussi bien puis que la qualité était aussi bonne?
Il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Mhm. Je t'avais pas préparé à cette question-là. Désolé de la surprise, mais aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait des choses différentes? Avoir su que tu avais autant de félicitations puis de succès. Ben, regarde, Sébastien, toi, tu sais que ce que j'aime, je le garde. De quand j'ai commencé, j'ai fait mes hôtels, je les garde. J'aime pas mal vendre mes choses. Ouais. Mais je suis plus content encore quand je vois quelqu'un qui a confié en moi, il a fait une bonne affaire. C'est la chose plus merveilleuse parce que je te dis, j'ai pas 50 clients ou 100 clients. J'ai 500 ou 1000 clients. Oui. Chaque client fait 10 clients au moins et ils vont se répéter. Alors, ma philosophie, c'est d'être quelqu'un que voit chaque personne qu'il a décidé d'acheter avec moi, de être mes associés, mes partenaires. C'est quelqu'un qui a mis toute cette histoire, toute sa confiance en toi pour le faire répéter. Et que son investissement était aujourd'hui 300 000 $ et à la fin, ça devient 450 000 ou 400. Après, et en plus, le loyer et tout le reste, derrière, doit avoir aussi une bonne administration, une bonne expérience. Et d'être honnête, ça va me faire que je répète. Peut-être, c'est pour ça que avec 36 ans, je vais aussi bien. Parce que j'accepte pas de faire les choses mal. Ouais. Même si je me trompe, je dis bon, j'arrive jusqu'ici, attendez-moi. Vous aimez pas, il n'y a pas de problème. On réussit une fois votre sous. Moi, je vais par ici. Je suis sûr de ce que je vends. Ouais. Je sais bien sûr que, en parlant de render, tu savais pas peut-être, mais quand on a fait l'appartement showroom, le premier, j'ai pas aimé. J'ai enlevé tout et j'ai fait un autre. Et j'ai bien aimé. Mais c'était pas le 100%. J'étais content. Et après, j'ai fait le troisième showroom. Alors, pour arriver au troisième showroom que, à la fin, c'est le premier showroom d'un client, on a dû avoir des erreurs derrière parce que c'était pas comme l'image que je voyais. Et pourquoi pas le faire mieux que dans l'image? Pourquoi? Alors, pour l'instant, je vais te dire que... C'est un peu audacieux. Oui. Mais je vais te dire une chose, quand on a fait le showroom et le render, on n'avait pas la IA. On n'avait pas le ChatGPT ni rien de ça. Non. On avait vraiment quelqu'un qui a fait l'image comme devait être. Et en physique, les personnes qu'ils ont mis, ils en ont fait bien, mais c'était pas le top. Non. Et on est arrivé au top. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir le faire voir dans notre entrevue dedans et avec les gens dedans et dans l'endroit. Et un projet doit avoir les 4 éléments indispensables et importants. Un des éléments, c'est le soleil, le réveil et le coucher. Le deuxième élément, ça doit avoir le vent par tous les vues. Le troisième, c'est les vues. Et le quatrième, c'est l'ubication. C'est pas la même chose un appartement devant la mer ou devant le Central Park qu'un appartement au milieu de la rue. Alors, ça doit avoir une motivation de plus pour faire vraiment réévaluer leur appartement. Ben oui, parce que le Central Park là, de New York, là, tant convoité, on l'a ici à Playa, c'est le parc dans lequel tu possèdes quoi, quasiment rendu la moitié des terrains, mais t'es né là directement. Tu as des communications avec tous ceux qui sont pas encore à vendre, puis que tu te mets premier sur la liste pour les racheter. Donc, tu es vraiment quelqu'un qui t'a grandi dans ce quartier-là, tu connais tout le monde, puis combien de personnes t'ont vu grandir aussi. Ouais. Puis ils voient le respect que tu mets aussi alentour, tu refais les parcs et tu t'arranges pour entretenir les choses, tu fais souvent ça à tes frais. La municipalité te reconnaît pour ça, il t'apprécie énormément. Ça doit probablement t'aider aussi à avoir des permissions, puis avoir des délais, puis avoir des permis plus rapidement quand ils savent que tu fais tout avec respect puis avec compassion pour la ville, pas juste pour la rentabilité. Là. Voilà. Ben là, on arrive à un moment et à un point que je vois que c'est super et tu viens de toucher. Il y a 3 types de développeurs. Il y a un type de développeur qui fait la construction, il prend les sous et il s'en va et il fait du mal à la ville. Oui. Il y a le deuxième développeur qui fait des projets et il vend, il fait ses sous, et il fait pas un mal dans la ville, mais il reste neutral. Et après, il y a le développeur, que je considère comme moi, qui fait un projet, il gagne des sous, mais en plus, il fait un bien dans la ville. Alors, nous, on destine toujours un pourcentage de notre projet à faire du bien autour de nous. Tu peux voir des rues bien faites qui ne sont pas partie de la ville ou payées par la ville, mais peut-être c'est parce que c'est différent, une administration de 2-3 ans est changée chaque fois. C'est difficile de se mettre d'accord. Moi, en fait, si j'ai 10 ans ou 12 ou 14 ou 20 ans, c'est comme les princes
qui peuvent faire des vraiment grands changements dans ce période. Et je destine une utilité parce que je sais que les gens n'achètent pas que le projet, ils achètent le Mexique, la Oui, plage, l'endroit, oui. le parc. Alors oui, l'appartement, je peux faire des miracles dedans, de qualité, et je réussis à le faire. Mais à la fin, c'est le dehors ce qui fait, ils vendent plus. Parce que les gens viennent ici pour le soleil, pour promener avec le petit chien, pour promener dans la plage, pour avoir un bon climat. Ça passe dehors de l'appartement. Ouais. Appartement, les 40, 50, 60, 100 mètres carrés sont par ici, en Chine, on veut le voir. Mais le dehors, c'est différent. Ouais. Non, le climat, Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on voit, tu sais, quand je suis arrivé au début, tu regardes les contracteurs, tu regardes les pieds carrés, tu regardes les prix, tu regardes les choses-là, tu fais les choses carrées, investissement, tout ça. Puis à un moment donné, t'apprends à regarder, parce que moi, c'est une ville, c'est une terre d'accueil, c'est le Mexique, c'est ma passion, c'est mon pays, c'est ici que je suis heureux ici, j'habite ici, je suis fier d'être ici au Mexique, je suis fier d'être Mexicain. Et puis à partir de là, ben, tu te mets à regarder les petits détails de plus qui aident la communauté. Et ici, ça me fait plaisir de payer plus de taxes parce que je sais qu'elles sont bien redistribuées. Qui fait attention aux places locales? Qui fait attention à la ville? Qui s'assure d'être là pour la ville puis de vouloir faire la différence? Et là, c'est là que maintenant, ça rentre en ligne de compte en tant que courtier puis conseiller financier de dire, hey, il y a peut-être plus que juste le pied carré puis le prix. Il y a les gens qui font la différence aussi. Puis vouloir faire la différence, c'est d'aider un pays qui a fait la différence dans ma vie aussi. Fait que c'est tout à ton honneur d'avoir cette vision-là, Lucas, et puis de vouloir faire les choses différemment un peu. Puis on cherche tout le temps ça. Il y a très peu de gens. Le premier contracteur que tu as dit qui fait de l'argent, il fait du mal à la ville, il fait son cash, puis il s'en va. Il n'est pas très, très le bienvenu au Mexique, mais il y en a beaucoup. oui. C'est malheureux. Fait que ça prendrait plus de contracteurs comme toi, mais ça serait plus dur de vendre ton immobilier. Fait que c'est correct. Continue comme ça en espérant qu'il n'y ait pas trop de compétiteurs comme toi, mais bon, keep rising. Excellent. Exactement. Prochaine, avant-dernière question aussi, Lucas, est-ce que c'est important de faire une évaluation puis une inspection, même si c'est neuf? J'ai déjà eu une très mauvaise expérience d'acheter un condo qui avait été refait d'une ancienne bâtisse, mais c'était neuf. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Est-ce que les évaluateurs, c'est un type de profession, puis inspecteur, c'est une profession qui est recommandée ici? Depuis 2-3 ans, un peu plus. Oui. Mais est-ce qu'il va y avoir un regroupement des inspecteurs du Mexique? Est-ce que c'est quelque chose que tu amènes toi-même à dire aux clients, fais faire une inspection même si c'est neuf? Est-ce que tu le fais pour toi-même tes projets? Est-ce que tu le recommandes à tes clients? Oui, une très belle question et j'aime bien parce que comme t'as bien dit, il y a 2-3 ans, et c'est maintenant devenu obligatoire dans l'évaluation et avec les notaires, ils doivent envoyer quelqu'un pour faire une évaluation de l'immeuble et de l'appartement. Premièrement, après, la plus importante, c'est de voir ce qu'il a fait avant le développeur. C'était une des choses plus difficiles que j'ai vues dans toutes les personnes quand ils commencent. L'expérience ne fait pas très facilement que les clients ils peuvent avancer à un achat d'un appartement. Et je crois qu'ici, c'est très important, bien sûr, que le développeur il a fait des autres choses et comment il les a fait. Alors, moi, je regarde toujours le derrière, le passé de quelqu'un et pour analyser le présent et le futur. Alors, oui, je crois que la zone est vraiment costaud. Le sol ici de l'endroit est très fort. Alors, on trouve pas des immeubles en risque parce qu'il n'y a pas de tsunami. On a que des ouragans, sont des vents forts. On n'a pas vraiment un grand risque où les bâtiments ils tombent ou des terremotes il n'y a pas de risque. C'est vraiment difficile d'avoir un immeuble où a été mal fait. Ce qu'on peut peut-être faire mieux, c'est de mettre une assurance, un moyen, une bonne administration où elle fait valide les garanties de l'appartement. Je crois que si un développeur après beaucoup des années, il répond encore à les choses et les anomalies qu'il y a dans un immeuble, ça va parler bien dans le reste, le futur de lui. Si quelqu'un me dit après de 5 ans dans un immeuble à moi quelque chose, je vais me faire avancer et je vais le solutionner. Ouais. Mon intérêt, c'est de voir des gens contents, même si ça me coûte quelque chose de plus, dans la normalité. Sinon, on regardera qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est de répondre.
Et ne pas répondre, ça nous éloigne les gens. Ben oui. La communication elle doit être indispensable, comme avec nous-mêmes, nous connaître, savoir ce qu'on fait pour nous pouvoir proposer, non? Alors, voilà. OK, c'est bon. Ça répond bien à la question, puis je pense qu'on peut avoir accès à un professionnel externe aussi pour faire l'évaluation, pour être certain de double-check. Ouais. Même en cas de nouvelle construction. Oui. Ça devrait être obligatoire pour une construction où ce que c'est du usager, naturellement, mais bon, si tu le recommandes aussi pour même tes propres clients, pour toi, ton propre édifice, ben, ça vient juste mettre encore plus de sécurité dans la transaction de tes clients. Oui. OK. Autre question aussi que je me pose par rapport, puis c'est la dernière question qu'on a aujourd'hui, les fameux HOA, les frais fixes. Quelqu'un qui a pas de piscine en haut, puis que personne pratiquement à l'accueil, qui a un complexe de sixplex, puis tout le monde a sa clé, puis ses affaires, ça coûte très peu de frais fixes. Là, toi, tu es un des rares buildings à ne pas mettre de gym dans ton édifice parce que tu es en avant d'un anneau de course immense gratuit où ils ont accès cours de salsa gratuit, gym gratuit, tennis et pickleball gratuit. Tu t'es dit, je vois pas pourquoi je me ferais un gym. Tu as décidé de faire un spa, ce que personne ne fait en ville. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête cette journée-là? Et est-ce que tu penses que c'est un bon coup aujourd'hui? Et comment sont tes HOA face à ça? Parce que c'est de l'électricité de plus, c'est de l'entretien de plus. Et comment est-ce que tu gères les HOA d'un building, selon toi? Et est-ce que tu penses que c'est un bon coup de faire un spa plutôt qu'un gym? Alors, j'ai pas encore la question complètement répondue parce que je n'ai pas fini encore idyllique et j'ai pas vu la réponse de mes clients. Mais je peux vous dire qu'ils sont tous mes clients très contents parce qu'on a choisi un concept un peu plus unique. Alors, la réponse est dans un bon moyen. Je me suis trouvé dans le bon moment, à un bon moment. Moi, j'étais client des spas, des hôtels, et je me suis posé la question pourquoi pas faire un spa dans un condominium? Mais pas un petit spa, pas la typique sauna à vapeur petite, une chambre un peu plus maison, cosy, petit. Pourquoi pas le faire grand? Au lieu de faire beaucoup de choses comme ci, comme ça, je veux dire, gym, une salle à coworking, on va choisir quelque chose complet et bien fait. Ouais. 300 mètres carrés de spa, alors dans un endroit où on pourrait avoir, j'espère que ne repasse pas, mais un Covid ou quelque chose de vraiment dramatique dans le monde, où on peut vivre dans le condominium et de rester avec qualité de vie dans un spa. Ouais. Alors, comme moi j'ai été client, j'ai appris et j'emmène toujours avec moi mon bon bouquin, mon livre, et je vois et je dis qu'est-ce qui pourrait marcher bien, quelle machine pourrait mettre, qu'est-ce que je ferais mieux, et j'écris et j'écris et j'écris et je les garde. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai mes notes. Chaque année j'ai mon livre où j'écris tous les jours. Je passe du temps avec les situations. Et à la fin de ma journée, j'écris ce que je crois que ça pourrait être mieux. En retournant à ça, le concept de le mettre, parce qu'on est dans un bon endroit, quand un HOA est bas, l'appartement, à mon avis, il vaut plus. Alors, mon goal, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose de bien fait, bien investissé, parce qu'à la fin, chaque client est 10 clients et ils vont me conseiller. Ça me sert à rien d'avoir un appartement où est très cher le condominium. C'est pas de qualité de vie. On paye la qualité de vie où on a la qualité de vie. Ouais. La qualité de vie est d'arriver à pied partout, d'avoir la cinquième, d'avoir tout gratuit. Qu'est-ce qui se passerait si j'ai que les sous pour acheter mon appartement et j'ai une petite pension et je vais vivre bien? En Italie, au Canada, aux États-Unis, peut-être on pourrait pas vivre aussi bien. Là, on peut vivre avec peu. On vit déjà pas bien au Canada. Voilà. On pourrait penser que c'est trop cher, mais on a choisi, nous, de y être dans cette situation. Oui. Là, on peut avoir les hôpitaux quasiment gratuits. On peut avoir la plage gratuite. On peut avoir le sport gratuit. On peut avoir le parc gratuit. Quand on a tout ça gratuit, ça veut dire que notre appartement dans la zone vaut beaucoup plus. Alors, on peut ajouter quelque chose de bien comme un spa, le vivre. Je pense que c'est bien. On peut utiliser les panneaux solaires pour aider à faire l'énergie plus bas. On peut donner beaucoup de moyens pour le solutionner. Mais il faut les chercher, les solutions. Il faut les proposer. Il faut avoir un fou derrière qui essaye de faire les choses. Je fais continuer. Je peux continuer à mettre des concepts où notre génération continue à changer. Et je fais les questions. Parce que si tu fais des questions très simples à la IA ou ChatGPT ou à l'Internet, et tu poses et tu dis, qu'est-ce qui marche aujourd'hui du bien? Les gens peut-être
plus grandes veulent avoir un spa et pas un gym. Le gym, marcher, est facile. Le spa est pas pour tout le monde. Alors, je pense que donner ça, ça va faire que les gens avec les familles disent, voilà, le petit jeune, là, le fou, il a proposé quelque chose que personne fait. Et j'ai des gens encore qui continuent à changer leur concept pour retourner dans le centre du ville et de vivre. Et aurais-tu pris la décision différente de pas faire de spa si t'avais pas été si proche du plus grand gym gratuit aussi, avec l'anneau de course et avec tout ça, au centre-ville? Oui. T'aurais probablement pas fait ça. Oui, probablement, j'aurais changé des décisions Oui. et j'aurais vu, mais comme on dit en Italie ou en français ou en des endroits, le mais et j'aurais fait, le passé n'existe pas. Alors, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai une grand-mère, un grand-père, ils sont tous les jours près de moi et je vois ce que je voudrais pour eux et aussi pour ma génération. J'ai deux petites filles, alors moi j'ai vraiment changé ma philosophie et ma tête quand j'ai commencé à avoir cette empathie de les deux côtés, que on a les gens plus grands et on ira par là-bas et les gens plus jeunes et on doit leur donner l'option de vivre une vie aussi bien, non aussi complète. Oui. Ah ben, je pense que le temps va nous dire si tu as fait un bon choix, mais j'ai le feeling que c'est bon parce que, un, personne le fait, deux, tu as le plus beau gym gratuit en face aussi, tu es le mieux situé en ville, c'est vraiment face au seul parc qui est inexploitable, c'est d'être collé sur Central Park avec le gym gratuit, le seul avec un spa, là, idyllique, là, c'est un petit bijou. Mais non, je pense que tu as bien visé, encore une fois, bonne intuition, bon coup de maître d'œuvre, Lucas. Merci, Ben écoute, Christian. Lucas, pour aujourd'hui, ben c'est la fin de notre entrevue. Tu as répondu très bien à toutes les questions et puis c'était vraiment très intéressant d'apprendre à te connaître, d'en apprendre beaucoup sur la construction. C'est une question que les Québécois ont peur, ils veulent en avoir plus d'informations et on l'a jamais en français. Donc on a un expert en français aujourd'hui, on a les outils, on a l'expérience, on a le bagage, les bonnes explications. Quelqu'un de humain aussi, c'est important, on voit pas ça partout. Les Québécois apprécient ça énormément. L'intelligence émotionnelle, ça vient pas juste avec un paycheck, Merci. ça vient aussi avec l'intérêt que tu portes à la ville, puis comment tu portes le Mexique avec un ADN française et Oui. italienne aussi. Hein. Mais oui, je suis aussi moi moitié québécois, alors je peux me considérer comme ça. J'adore les gens que ils apprécient un endroit aussi beau et qui viennent nous voir. Alors, je te remercie Sébastien vraiment pour cette merveilleuse entrevue et ça m'a fait plaisir. Merci. Un gros merci, Lucas. Si, Seigneur. Necessito. Mesdames et messieurs, vous regardez cette belle entrevue-là directement sur le belaedifice.com. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations, vous voudriez rentrer en contact avec Lucas aussi, c'est toujours possible. Remplissez le formulaire sur belaedifice.vip et puis venez nous voir, venez à Playa directement, venez voir les constructions puis regardez notre belle entrevue qu'on a faite à l'intérieur de la construction, les spas, le parking en bas, les édifices en métal, les poutres aussi. En haut, la toiture et aussi le rooftop. Vous allez pouvoir voir le début, la construction, mais éventuellement, quand vous venez, vous allez pouvoir rentrer et regarder la finition, comment c'est fait. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Restez avec nous pour les prochaines entrevues. On se reparle. Bonne journée tout le monde. Merci. Remplissez le formulaire sur belaedifice.vip.